Bonsoir Ludovic Bado. Bonjour Mélanie Taravant. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Vous-même, vous avez créé votre première petite entreprise à 15 ans. Aujourd'hui, après différentes créations, vous créez du contenu vidéo. On voulait vous inviter parce qu'il y a ce chiffre qu'on a découvert, 660 000. 660 000, c'est le nombre de micro-entreprises qui ont été créées en France en un an. Pendant le confinement. Donc la crise du Covid ne les a pas stoppés, bien au contraire. Oui, c'est vrai que quand on a découvert ces chiffres, on était aussi surpris parce qu'après tout, on est dans un confinement, chacun est chez soi, l'économie est à l'arrêt et là, on découvre un record de création d'entreprises en général et d'auto-entreprises en particulier avec de mai 2020 à mai 2021, 660 000 auto-entreprises qui ont été créées. C'est 2 fois plus que les chiffres habituels. Donc, effectivement, ça conforte l'idée que les Français aiment l'auto-entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que le Covid a été un déclencheur? On peut imaginer qu'en restant chez soi, on a du temps pour réfléchir, qu'on a du temps pour concrétiser un projet entrepreneurial. Et d'ailleurs, j'ai pu échanger avec de nombreux auto-entrepreneurs qui m'ont dit voilà, j'avais un job de serveur. Je parlais avec une serveuse qui me disait moi, j'avais l'impression finalement de passer à côté de ma vie. Ah oui, avec des horaires décalés. Exactement. Le fait d'avoir du temps, j'ai pu me poser, j'avais une idée en tête, c'est de secrétariat administratif, et j'ai pu concrétiser ce projet grâce au temps qui m'a été donné à travers le confinement. Donc oui, c'est une surprise, mais ça va d'ailleurs, je pense, être une tendance de fond avec toutes ces créations. Beaucoup vont effectivement, éventuellement, possiblement changer complètement de vie professionnelle. Oui, alors les micro-entrepreneurs, vous les connaissez tous. Ce sont ceux qui livrent des repas quand on commande des repas à se faire livrer chez soi, qui vous ramènent chez vous tard le soir en voiture sur des petites applis que vous pouvez commander. Mais ça peut être aussi nos concierges, un boulanger, un coiffeur, un youtubeur qui est sur l'écran de notre ordinateur. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelle le salariat traditionnel ? Je ne crois pas qu'il faille opposer l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Je pense que certains ont parlé d'ubérisation de la société. Je pense que c'est très complémentaire finalement. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, on a 40% des auto-entrepreneurs qui sont aussi salariés. Donc on peut faire les deux, ça ne s'oppose pas. Et puis je crois qu'on est dans des modes de vie aujourd'hui où il y a une mobilité professionnelle, une mobilité statutaire. À certains moments, on a envie d'être salarié, à d'autres, on a envie d'être indépendant. Peut-être même qu'à 45 ans, on aura envie de reprendre ses études. En fait, je crois que tout ça se complète parfaitement. Les métiers que vous avez évoqués, comme par exemple le coiffeur, on peut être coiffeur salarié ou coiffeur indépendant, c'est un choix que l'on peut faire. Bon, là où il faut faire attention, c'est quand il n'y a plus le choix, quand on est contraint et que l'auto-entreprise devient finalement une alternative imposée au salariat. Et ça, la Fédération des auto-entrepreneurs, on est très vigilant là-dessus parce que ça s'appelle le salariat déguisé. Oui, parce que ce sont quand même... pense-t-on, des conditions quand même assez précaires. Alors, je pense aux chauffeurs de VTC, mais pas seulement. Beaucoup décrivent aussi le parcours du combattant pour s'y retrouver. Les conditions d'un entrepreneur, de toute façon, être entrepreneur, c'est la liberté, c'est renoncer à une forme de sécurité et donc c'est accepter une forme de précarité. C'est-à-dire que si on décide d'être entrepreneur, effectivement, on accepte ce risque de la précarité. Ça fait partie du jeu. Vous, c'est ce que vous vivez ? Absolument. Si moi, en tant qu'entrepreneur, j'échoue sur un projet, évidemment, je ne pourrais compter que sur moi-même, éventuellement aller voir mes proches pour leur demander de l'argent, mais je ne peux compter que sur moi-même. C'est vrai que le système français ne protège pas efficacement les indépendants, les chefs d'entreprise. D'ailleurs, le ministre des PME dit lui-même, il a reconnu lui-même, les indépendants vivent dans un monde qui n'est pas fait pour eux. De la part d'un ministre, c'est quand même remarquable. Et alors, ce fameux plan spécial indépendant qui vient d'être annoncé par le gouvernement, c'était la première fois en 25 ans. Oui, effectivement, un plan indépendant qui n'est pas une révolution, disons-le, mais qui va permettre de simplifier des dispositifs qui existaient déjà. Je pense notamment au chômage pour les indépendants et à la protection du patrimoine, mais qui ne jouaient pas leur rôle parce qu'ils étaient trop complexes. Ça, c'est très français. On crée des dispositifs qui sont un peu des usines à gaz et puis, année après année, on se rend compte qu'ils ne jouent pas leur rôle. Donc le plan indépendant, on en retiendra en tout cas pour les micro-entrepreneurs, principalement l'accès à l'allocation chômage, simplifié, assoupli, et puis la protection automatique
automatique de fait du patrimoine. Parce que beaucoup ne savaient même pas qu'ils avaient accès au chômage. J'ai entendu du témoignage dans ce sens. Ah mais clairement, nous on l'a vu quand on a annoncé ce plan indépendant et qu'on a annoncé un assouplissement des règles pour avoir accès au chômage, on nous a dit « Ah bon, j'ai accès au chômage ». D'ailleurs, il y a très peu d'indépendants depuis la création de l'allocation chômage pour les indépendants qui en ont bénéficié. Donc effectivement, il y a un problème. Et donc le plan indépendant vise à simplifier tout ça pour que les dispositifs jouent leur rôle. Autre point important, on va prendre un exemple. Par exemple, je monte une entreprise de fleurs. Enfin, je suis fleuriste, du coup. Finalement, personne n'achète de fleurs dans ma ville. C'est dommage. C'est dommage, c'est une ville un peu triste. Beaucoup de gens ont des jardins dans leur ville et donc ils n'ont pas besoin d'acheter de fleurs. Je fais faillite, j'ai des dettes. Est-ce que je suis protégée, moi, en tant qu'auto-entrepreneuse? Alors, avec le plan indépendant, vous allez effectivement pouvoir protéger de fait votre patrimoine si le plan est voté. Il doit passer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et vous allez pouvoir aussi éventuellement bénéficier d'une allocation chômage. Alors il y a quand même des conditions. Il ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir un numéro de SIRET, de le fermer et vous avez l'allocation chômage. Cette allocation chômage, en plus, elle reste assez moindre. Elle n'est pas extraordinaire. On parle de 800 € pendant 6 mois. Donc vous aurez un niveau de protection meilleur. Mais c'est historique quand même en France. Si on remonte ne serait-ce que 5 ans, 10 ans en arrière, la protection des indépendants, c'est niette. C'est mieux que rien. Du côté de mon patrimoine personnel, je suis protégée là-dessus aussi parce que je crois que ça faisait partie des demandes. Je pouvais être saisie jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, quand il y a une confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Oui. Donc si vous faisiez des dettes à titre perso, à titre pro, on pouvait aller toquer chez vous et vous dire voilà, il faut rembourser, on va prendre la télé et ça. Le plan indépendant devrait y mettre fin. Autre avancée, alors là ça concerne dans le jargon ce qu'on appelle le conjoint collaborateur. En fait c'est le terme pour parler de la femme, du commerçant, de l'épouse, du boulanger, de la compagne du cuisinier qui fait le service en salle ou qui peut être à la caisse. Pendant longtemps finalement elle n'avait pas de droit spécifique, ça va changer? Alors si le conjoint collaborateur était déclaré, il a des droits de protection sociale, de retraite. Qu'est-ce qui change alors? Alors qu'est-ce qui change, c'est qu'on va pouvoir intégrer comme conjoint collaborateur un concubin. Alors typiquement par contre le concubin, il fallait soit être marié, soit être pacsé pour être conjoint collaborateur. Là le fait d'être concubin suffira. Donc c'est quand même une avancée importante. Et ensuite, au bout de 5 ans, il faudra choisir par contre. On ne pourra pas juste rester conjoint collaborateur, il faudra être soit salarié, soit associé. Ça c'est une décision qui nous étonne. Parce qu'après tout, le conjoint collaborateur, s'il a une protection sociale, une retraite et qu'il veut rester conjoint collaborateur, pourquoi ne pas le laisser? C'est assez étonnant comme disposition. Et pourquoi alors? Je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Qu'est-ce que vous disent les micro-entrepreneurs que vous rencontrez? Ils nous disent déjà que c'est très bien l'allocation chômage, mais que leur ambition, c'est pas d'être au chômage. Donc c'est vrai que... Il y a quand même 2 millions, 2 millions de micro-entrepreneurs, c'est énorme. Absolument, c'est colossal, c'est un succès parce que de toute façon depuis 2009, depuis la création du régime, avec des formalités simplifiées, en disant aux Français, vous pouvez vous lancer dans un projet entrepreneurial facilement, les Français ont répondu présent et ça ne se dément pas depuis la création du statut. Toutes ces mesures, elles doivent être mises en place en 2022, ce que vous disiez, vous y croyez? Ou aux mesures électoralistes qui seront repoussées? Non, on y croit. Le chemin parlementaire fait son chemin et a priori, effectivement, on devrait voir ce plan indépendant dès 2022 effectif. Eh bien, merci Ludovic Badot, porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous et à demain.